Donc, bonjour. Je suis content que la première classe ne vous a pas déçu assez pour que vous évitiez la seconde. Et j'espère que cette fois, on aura le privilège de s'entretenir en deuxième partie avec Roger Chartier, le grand spécialiste du Quichotte, et je vous raconterai après, quand on dialoguera, notre rapport qui a commencé il y a bien 30 ans, quand on était jeune. Mon rapport avec le Quichotte, duquel on va parler aujourd'hui, date de mon lycée. J'ai eu le privilège d'avoir comme professeur une année Isaías Lerner, le grand spécialiste, lui, du Quichotte et de la Célestina. Et nous avions 14-15 ans et nous étions censés d'étudier la littérature espagnole depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, le XXe siècle. Mais comme Lerner aimait tellement le Quichotte, on n'a lu que le Quichotte pendant toute l'année. Mais vous savez, c'est que les lecteurs découvrent. Si vous vous concentrez sur une œuvre, si cette œuvre est vraiment ce que nous appelons un classique, qui admet des profondeurs inépuisables, vous touchez à tout, parce qu'il était impossible de parler du Quichotte sans se référer à la littérature du Moyen-Âge et pousser en avant à l'idée que l'Espagne se faisait dès le XIXe siècle et après au XXe siècle. Donc on a tout vu en lisant le Quichotte. L'illustration que je choisis, c'est Daumier. J'aurais pu choisir une des illustrations des éditions originales, c'est 24 gravures. Le professeur Chartier peut-être nous parlera de ça, qui sont dans l'école hollandaise. Après, il y a une école française plus élaborée. Mais j'aime bien cette image fantomatique du chevalier et de Sancho qui correspondent aux possibilités de l'identité du Quichotte. On va commencer par dire que nul ne peut savoir quel est le point de départ d'une grande œuvre. Et après la réception de cette œuvre, le public s'imagine, crée, lui, des circonstances de sa création. Donc, pour les contemporains de Cervantes, le Quichotte était une parodie, il s'est moqué des romans de chevalerie. Les romantiques ont vu dans Don Quichotte une image du héros romantique. Et après, le Quichotte est devenu plein de choses. Le symbole de l'homme libre, la victime d'une lecture démesurée, le protagoniste d'une œuvre politique destinée à critiquer l'Espagne du début du XVIIe siècle. Et après, d'autres ont vu dans Quichotte des lectures que, bien sûr, Cervantes n'aurait pas pu soupçonner. Pinochet, on raconte, je n'ai pas pu trouver la preuve de cela, mais Pinochet, semble-t-il, avait interdit le Quichotte au Chili parce qu'il trouvait que c'était un appel à la désobéissance civile, ce qui est vrai. Pour la petite histoire, tout récemment, l'Institut Cervantes en Espagne
a traduit en espagnol une soi-disant traduction du Quichotte au chinois, faite en 1922 par Lin Shu, qui ne parlait pas un seul mot d'espagnol. Et donc, il s'est fait raconter l'histoire et il a écrit, c'est apparu comme une traduction en chinois, l'histoire du chevalier ensorcelé. Et c'est très amusant de voir cette distillation de ce roman en une toute autre chose. Je ne sais pas si ça va être traduit en français, mais ça le mérite. En tout cas, en espagnol, ça existe, vous pouvez le lire. Pierre Vilar, qui a été récupéré par le professeur Chartier, qui l'a fait republier tout récemment, dans un magnifique petit essai, considère que Cervantes voulait faire le portrait d'une Espagne en pleine crise d'identité, une crise de conscience en même temps, d'une Espagne qui s'était délabrée le long du XVIe siècle. Et nous allons voir si nous pouvons trouver des exemples et de ce délabrement et de la vision que Cervantes avait de son Espagne. Une Espagne que, au XVIe, XVIIe siècle, encore une fois, le professeur Chartier le dit, obsédait toute l'Europe. L'Espagne avait une importance pour l'Europe que peut-être elle n'a pas aujourd'hui. Donc, il est évident que Don Quichotte est l'idéal de la chevalerie confrontée à une réalité brutale, matérielle, de l'époque de Cervantes. Nabokov, qui était un grand lecteur du Quichotte, dit que pour lui, c'est le roman le plus violent qu'il a lu. Et il donne des exemples, oui, des scènes d'une violence inouïe, et il remarque que cette violence était faite pour rire, comme dans un slapstick ou dans un film de Charlot, mais que c'était une violence qui était un portrait réaliste de l'Espagne de cette époque. Et naturellement, les contemporains de Cervantes avaient raison que c'était une façon de se moquer de cette littérature de chevalerie qui était banalisée et qui a atteint à la fin du XVIe siècle ses derniers éclats. Elle naît autour du XIIe, XIIIe siècle. Et on pense que Cervantes avait voulu écrire ce qui est après ces novelas ejemplares, ces romans exemplaires, mais dans le sens non d'une littérature morale, mais qui donne l'exemple de quelque chose. Et que le personnage s'est envolé. Il avait l'idée d'écrire un personnage obsédé par ses lectures, qui devienne fou par ses lectures, et il s'est rendu compte, à fur et à mesure que le roman avançait, que c'était beaucoup plus. Mais je pense que Cervantes n'était jamais conscient de l'étendue, de l'ampleur, de la profondeur de son personnage. Il pensait que la Galatée, ce roman
illégibles qui sont les travaux de Persíles et Segismunda. Je ne sais pas si le professeur Chartier en raffole, mais moi je n'ai pas pu avancer très loin dans ce roman. Il croyait que sa gloire serait là et serait dans ses pièces de théâtre. Or, les lecteurs, avec cette prise de pouvoir que les lecteurs prennent, ont décidé que ce qui restait était le Quichotte. Et nous savons beaucoup plus sur le Quichotte que sur son auteur Cervantes. Donc, qu'est-ce que c'était ces romans de chevalerie? Eh bien, c'était des aventures rocambolesques, des héros qui entreprennent des combats contre des sorciers, des démons, d'autres chevaliers plus méchants qu'eux. Mais en même temps, il y a une éthique chevaleresque, une éthique qui vient loin au début du Moyen-Âge et qui se lie à une éthique chrétienne. Le chevalier ne doit rien faire qui est contre le dogme chrétien. Il est surtout un chevalier chrétien, un soldat dans l'armée des dieux. Mais ce qui est important, si bien le chevalier a à sa force une sorte de super-héros comme on voit dans les comics aujourd'hui, ce qui était important était son éthique. Et Raymond Lull, déjà au XIIIe siècle, dit que la chevalerie consiste plutôt en force d'esprit qu'en force de corps. Et donc, dans la réalité historique, le chevalier était une sorte de mercenaire au service de nobles, d'un roi. Mais dans les romans, c'est l'esprit courageux qui va à l'encontre des injustices. Et c'est ça qui intéresse le lecteur Alonso Quijano. Alonso Quijano est décrit comme un vieux monsieur pauvre. Les chevaliers devaient avoir une certaine fortune pour s'acheter ses armes, son cheval, etc. Mais Alonso Quijano est très pauvre parce qu'il dépense tout son argent pour acheter des livres. Vous connaissez ça peut-être. Et ces livres l'inspirent comme ils inspirent d'autres personnages de la littérature, Madame Bovary par exemple, et montrent comment le lecteur peut, à partir de ces lectures, apprendre une éthique, apprendre un aspect de cette littérature qui l'intéresse et la mettre en œuvre dans sa propre vie. Et Alonso Quijano se transforme en Don Quichotte justement pour mettre en action dans le monde réel cette éthique chevaleresque. Les ennemis des chevaliers dans les romans étaient des êtres humains, mais aussi des êtres fantastiques. Et quand, au début de la deuxième partie du Quichotte, le curé et le barbier, qui auparavant avaient essayé de brûler la bibliothèque de Don Quichotte pour lui ôter cette poison qui le rend fou, maintenant, ils veulent voir s'il est soigné de sa folie. Et donc, le barbier lui dit que l'armée turque menace le royaume et que le roi a disposé le long de Malte, Naples, Sicile, des forces pour empêcher les Turcs d'envahir. Et donc Quichotte dit, il a très bien fait,
mais s'il aurait fait appel aux chevaliers errants qui sont en Espagne, une demi-douzaine aurait suffi pour abattre toute cette menace des Turcs. Et donc, le curé et le barbier, et surtout la gouvernante de Don Quichotte, trouvent que non, il est encore fou, il est encore dans sa folie. Mais la proposition que Don Quichotte fait de trouver cette demi-douzaine de chevaliers errants est nommée dans le texte comme un arbitrio. Et c'est un terme intéressant parce que une des acceptations dans le dictionnaire de l'Académie espagnole, c'est une proposition loufoque. C'est quelqu'un qui a une idée, une stratégie, mais qui ne tient pas. Et ces arbitrios se transforment dans la littérature espagnole jusqu'au XIXe siècle dans des propos des farces. Mais pour Don Quichotte, ces arbitrios sont vrais, sont des possibilités vraies à employer dans le monde réel parce qu'il croit à la force de cette éthique. Il a une naïveté dans sa folie qui le fait ressembler à un autre chevalier, un de tout premier, Perceval. Perceval, celui du Graal, qui est né et innocent. C'est un garçon qui perd son père très jeune, et sa mère décide qu'il ne va pas être dans le monde masculin parce qu'il y a trop de dangers. Elle essaye de le protéger et donc elle l'amène dans un lieu où le garçon ne rencontre pas d'autres hommes. Et c'est seulement quand il est un jeune adulte qu'il voit pour la première fois passer une armée de chevaliers armés. Et il se dit, je veux être chevalier errant. Mais le long de la vie de Perceval, il conserve cette innocence primaire. Et je crois que Don Quichotte, en quelque sorte, a cette innocence, pas comme un jeune homme, mais comme un vieux, qu'il est le reflet de ce Perceval, dans la sancta simplicitas que l'Église voit dans certains personnages. Et qu'après, dans la littérature, plusieurs écrivains vont découvrir en Don Quichotte et en faire une descendance littéraire. Par exemple, Dostoïevski, qui était grand admirateur de Cervantes et que fait de son prince Myshkin dans l'Idiot l'équivalent de ce personnage qui a une éthique toute naturelle, qui fait ce qui sont des bonnes œuvres, il agit d'une façon juste, mais parce que c'est dans sa nature. Cette nature, cette innocence dans le monde chrétien est la caractéristique que nous avons perdue lors de l'exil du Jardin d'Éden. Nous avons parlé de Ulysse et son exil, et que les premiers exilés de notre culture étaient Adam et Ève, qui ont passé, selon Dante, à peine entre 4 et 6 heures au paradis. Donc c'était un âge d'innocence très court. Mais il y a un moment à la fin du
purgatoire de Dante, où il rencontre un personnage qui s'appelle Mathilde. Nous ne savons rien d'elle, sauf qu'elle est belle, elle se promène dans une forêt qui s'avère être le jardin de l'Éden. Et Dante est avec Virgile et Stas, et Mathilde leur dit que ce que les poètes, comme Virgile, appelaient l'âge d'or est le souvenir de cet Éden perdu, de cette innocence perdue. Et donc, de quelque façon, Don Quichotte croit à la récupération de cette innocence. Et dans son dialogue avec Sancho sur les armes et les lettres, il lui dit « Apprends, Sancho, que le ciel m'a fait naître dans cet âge de fer pour redonner vie à celui qu'on nomme l'âge d'or. » Bon, donc cette innocence qui fait que Quichotte réagisse contre les injustices du monde ne veut pas dire que toute réaction contre une injustice soit, aux yeux de la société, juste. Et très souvent, dans le cas du Quichotte, ces actions contre les injustices provoquent une injustice majeure. La première aventure qu'il a, il sort et il entend des cris et il voit un jeune garçon attaché à un arbre et le patron est en train de le fouetter. Et le garçon demande qu'il arrête et Don Quichotte se présente et dit au patron, au nom de la chevalerie, tu arrêtes, tu détaches le garçon, tu le laisses aller. Et le patron comprend que Don Quichotte est fou, mais lui explique que le garçon devait garder les moutons et il avait perdu plusieurs, donc il le bat pour cette raison. Le patron, bon, il a une violence inouïe, mais il a une raison, si l'on veut, juste pour ce châtiment. Tandis que pour Don Quichotte, cette violence n'est pas acceptable et donc il fait que le patron jure qu'il va laisser partir le garçon et il va lui payer ce qu'il lui doit pour son travail. Le garçon sait très bien ce qui va se passer. Il dit à Don Quichotte, ne vous allez pas, parce que dès que vous partez, il va recommencer à me battre. Et Don Quichotte dit, il a juré par les lois de la chevalerie, donc c'est pas possible qu'il ignore ce jurement, il va tenir sa promesse. Évidemment, ils ne la tiennent pas, et quand Don Quichotte et Sancho rencontrent Andresito longtemps après, Andresito lui dit « Je vous en prie, la prochaine fois que vous me voyez en danger, ne faites rien, laissez-moi, parce que les conséquences sont pires. » Mais ce besoin d'action immédiate face à l'injustice est une des possibilités de tout individu face à une injustice. L'autre possibilité, c'est celle de Hamlet, de vous demander oui, non, est-ce que ceci, est-ce que cela, et après c'est trop tard. Foucault, analysant le Quichotte dans Les mots et les choses, dit que tout son chemin, tout le chemin du Quichotte est une quête aux similitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Quichotte essaye de trouver dans ses actions des similitudes à ses lectures et mettre ses fictions, ses rêves, son imaginaire dans le monde réel, confronté à une réalité brutale qui n'admet pas des solutions
pour ainsi dire, légal, parce que ça ne marche pas dans cette société, comme dans presque aucune société, ou peut-être aucune société. Nous avons toujours des injustices, mais Don Quichotte croit que son imaginaire peut agir et combattre les injustices de la réalité. Carlo Collodi, l'auteur de Pinocchio, qui était une des œuvres que j'allais choisir, après, bon, j'avais seulement 8, mais je trouve que c'est essentiel pour définir l'Europe. Collodi, dans un essai qu'il écrit lorsque l'Italie est en train de imaginer un programme pour son système d'éducation avec la nouvelle République créée, finit son rapport sur ce qu'il propose pour l'éducation nationale avec cette phrase que j'aime énormément. Toute crise de la société est une crise de l'imagination. Si nous ne pouvons pas imaginer une stratégie pour ce qui nous arrive, nous sommes perdus. Et dans le cas présent de l'Ukraine, la Russie, nous n'avons pas pu encore imaginer une stratégie valable, mais il faut l'imaginer. Sinon, les conséquences seront encore plus catastrophiques. Une partie du problème, nous sommes en train de faire un cours sur l'identité de l'Europe. Donc, revenons à cette question, une identité fluide. Mais cette identité risque d'être une identité fausse. Vous savez, souvent, une société, une nation, un continent, pour ainsi dire, choisit une image d'elle-même qu'elle veut présenter comme une sorte de persona, cette masque grec de l'identité, au monde comme la vérité. Or, c'est trop souvent pas le cas. Dans l'Espagne de Cervantes, la monarchie avait décidé qu'en éliminant la culture islamique et la culture juive, l'Espagne allait devenir pure, et parce que à l'origine, il était supposé que l'Espagne était chrétienne et que les autres cultures l'avaient envahie. Je vais vous présenter un exemple vrai, un exemple historique de cette fausse identité au temps de Cervantes. Le 2 janvier 1492, les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, firent leur entrée à Grenade en grande cérémonie, vêtus à la mode sarrasine, et après s'être mis d'accord sur les termes de l'acte de capitulation avec le dernier des rois nasrides, s'installèrent dans les palais morts de ce qui avait été pendant plus de 2 siècles et demi une cité musulmane au cœur de l'Espagne mort. C'est Al-Andalus. Bien qu'avant la capitulation, les souverains eussent assuré au roi que les musulmans de Grenade seraient protégés et autorisés à respecter leurs traditions, les mosquées furent bientôt transformées en églises et l'usage de la langue arabe frappé d'interdit, comme ils ont fait en Australie avec les aborigènes, comme ils ont fait au Canada avec les indigènes. Toute personne surprise à lire des livres rédigés en arabe était considérée comme non espagnole et passible de lourdes peines. Bon, quelques mois après la capitulation de Grenade, le roi signa un décret ordonnant le départ définitif des Juifs qui, attachés à leur identité espagnole, emportaient dans leur exil nord-africain ou palestinien
la langue espagnole sous la forme du ladino, qu'on parle encore aujourd'hui. Les rois catholiques avaient imaginé qu'un édit d'expulsion irrévocable persuaderait les Juifs de se convertir. Et quelques-uns, afin de demeurer en leur Espagne, devinrent en effet de nouveaux chrétiens et reçurent l'appellation dégradante de marranos, c'est-à-dire porcs. Il y a une lettre très intéressante de Maïmonide à ce propos. On lui demande si c'est un péché mortel de se convertir au cas d'être menacé de mort. Et Maïmonide, très rationnel, dit, mais naturellement, dites les mots nécessaires. Ce que Dieu veut, c'est que vous préservez votre vie, non que vous vous sacrifiez. Donc, si vous devez faire un serment, faire quelques gestes, c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand virent le tour aux Arabes, les rois catholiques décidaient de rendre explicite cette possibilité. Donc, quand la loi fut promulguée en 1502, il contenait un article exemptant de l'exil tous ceux qui acceptèrent de se confier aux bras accueillants de la mère Église. Et les Arabes convertis furent appelés moriscos. Donc, les chrétiens considéraient que ce retour à une Espagne pure était un acte de justice divine. Retenons ce mot parce que nous allons revenir à cette idée de justice que comme pour l'Odyssée, j'essayais de retracer l'idée de déplacement involontaire. Ici, pour le Quichotte, je voudrais tirer le fil de cette idée de justice pour définir l'Europe. Quelle justice? Bon, le conflit reposait pour une bonne part sur une question de priorité historique. Parce que selon l'Église, les chrétiens espagnols avaient habité l'Espagne longtemps avant l'arrivée des Arabes et même celle des Juifs, car chacun savait que l'apôtre Jacques avait pris pied en Espagne peu après la mort du Christ et y avait prêché l'Évangile. Donc la péninsule devait donc redevenir aussi pure qu'elle l'avait été aux mains de ses habitants d'origine. Bon. Au printemps 1588, cette histoire est si extraordinaire que je n'arrive pas à croire qu'elle s'est vraiment passée. Au plus fort des manifestations contre les convertis, on découvrit à Grenade une étrange boîte en plomb parmi les décombres de minarets effondrés, sur le site où l'on se proposait d'agrandir la cathédrale de Grenade. Cette boîte contenait 2 pièces de lin, un petit panneau de bois sur lequel était peinte la Vierge en habit musulman, un morceau d'os, un rouleau de parchemin couvert d'écrits arabes, grecs, castillan, latin, et une inscription révélait que l'os avait appartenu au premier chrétien martyrisé en raison de sa foi, Saint Étienne, et le parchemin, à en croire les premiers traducteurs appelés à le déchiffrer, était une lettre. Suivez ceci parce que c'est un peu compliqué. Une lettre de Saint Cécile, le légendaire archevêque de Grenade au 1er siècle. La lettre expliquait que Cécile, affligé de cécité, s'était rendu à Jérusalem, de Jérusalem à Athènes, et peu avant d'arriver à sa destination, il s'était touché les yeux avec un morceau d'étoffe, c'est lui-même qui s'est trouvé dans la boîte et qui était l'étoffe avec lequel la Vierge s'était séché ses larmes lors de la crucifixion. Bon.
miraculeusement, Cécile se vit guérie. Et Cécile découvrit alors un texte hébreu traduit en grec et conscieusement, Cécile s'est mise à son tour à traduire ce qui s'avérait une prophétie. Et dans le texte découvert, dans ce manuscrit, il est écrit qu'il avait traduit ce manuscrit, faites attention, dans la langue parlée par les chrétiens d'Espagne. Le parchemin donnait alors la traduction de Cécile en caractère arabe, qui prophétisait, entre autres choses, la venue d'un dragon du Nord et celle d'un roi puissant de l'Est. Bon, arrêtons-nous sur cette phrase. La langue parlée par les chrétiens d'Espagne. Cette déclaration était capitale, parce que si les documents étaient authentiques, alors Saint Cécile, contemporain du Christ et fondateur de l'Église de Grenade, n'avait pas parlé et écrit dans une des langues bibliques, mais en arabe. Et l'arabe était donc l'une des langues les plus anciennes de la péninsule, datant au moins du 1er siècle de notre ère. Et plus important encore, les morisques, ces nouveaux chrétiens, pouvaient désormais se prévaloir d'une ancestralité chrétienne en Espagne plus ancienne que celle des premiers chrétiens espagnols. Bon. Cette révélation stupéfiante devait être renforcée par une deuxième découverte faite quelques années plus tard sur le mont en face de Grenade. Si vous êtes à Grenade, vous voyez le mont qui est le Sacromonte. Et ils ont trouvé là une boîte avec des disques de plomb et portant des étranges inscriptions dans une langue que personne ne pouvait lire. Et ces disques, connus sous le nom de libros plumbeos, de livres de plomb, furent découverts à cet endroit entre février et avril 1595. Bon. Alors, qu'est-ce que c'était ces disques? Eh bien, ce qu'on a pu déceler, c'était que un certain Ctésiphon et son frère étaient des Arabes qui ont rencontré le Christ les a convertis, et le Christ a donné à Ctésiphon le nom de Cécile. Donc Cécile était un Arabe. Le premier évêque de Grenade était un Arabe. Et donc, ce n'est pas Saint Jacques à Compostelle qui était le premier saint en terre espagnole. Non, c'était Cécile à Grenade. Bon, de nouvelles découvertes furent faites et malheureusement, elle avait tellement l'air d'un faux que personne n'y crut, et ça a jeté un doute sur los libros plumbeos. Mais ces livres avaient un défenseur très important, le nouvel archevêque de Grenade, Pedro de Castro, Cabeza de Vaca y Quiñones. Il était un érudit et il luttait pour que Grenade soit au centre de la chrétienté espagnole. Et ça, la découverte était fabuleuse pour lui, parce que, bon, il pouvait dire, voilà, c'est la preuve, nous sommes plus importants que Compostelle. Et surtout, la mention d'un roi puissant qui changerait le destin de l'Église. Pedro de Castro se dit, bon, roi peut être traduit comme archevêque et roi de l'Église, et donc Pedro de Castro serait ce roi qui était venu sauver la chrétienté. Bon.
En toute justice pour Pedro de Castro, les premiers tribunaux qui se sont mis à étudier ces documents étaient d'accord qu'ils étaient authentiques. On croit que Saint Jean de la Croix était appelé à faire partie de ce tribunal qui analysait ces documents. Mais parmi les érudits qui se sont mis à étudier ces libros plumbios, qui ont fini à faire la traduction définitive, c'était deux morisques érudits, Alonso de Castillo et Miguel de Luna. Ils avaient travaillé pour le roi à Tolède, ils se sont occupés des manuscrits à Grenade, ils étaient bibliothécaires à l'Escurial, et ils ont décidé que ces textes étaient authentiques et que la prophétie était vraie. Bon, comme il arrive souvent, dès que des érudits, des académiciens, notre cher Roger Chartier le sait, proposent une thèse nouvelle, il y a 400 voix qui se lèvent pour dire non, c'est pas ça, c'est bon. Et c'est arrivé avec ces deux traducteurs. Mais l'investigation s'est poursuivie, et cette fois au Vatican, en 1619, le tribunal de l'Inquisition rendit son verdict. Après une enquête attentive, il décida que les documents étaient faux. Et donc, qui étaient les faussaires qui avaient préparé toute cette documentation, toutes ces reliques et surtout les livres de plomb? Eh bien, ça pourrait être une histoire de Borges, parce que c'est les deux traducteurs qui ont créé les faux livres de plomb et que naturellement, ils étaient très doués pour les traduire. Donc, le traducteur comme faussaire donne un tout autre sens au mot italien traduttore, traditore. Donc, les choses ne s'arrêtent pas là. Les livres de plomb sont arrivés au Vatican. L'archevêque de Grenade voulait les garder. Il avait toujours une poche où il s'est emballé avec, parce qu'il ne voulait pas que ce livre quitte Grenade. L'Église a essayé d'en envoyer dans plusieurs parties du royaume, mais il ne se séparait jamais de ces livres. Mais finalement, ils sont arrivés au Vatican. En 2000, le ultra-conservateur archevêque de Grenade demande au cardinal Ratzinger, comme il était à l'époque, qu'on lui renvoie les livres de plomb. Et si vous visitez Grenade, si vous visitez le Sacro-Monte aujourd'hui, on va vous montrer un meuble qui contient les livres de plomb, et le guide va vous expliquer qu'ils sont authentiques et que ce qu'ils disent est vrai et que Grenade est le centre de la chrétienté espagnole. Bon. Un nouveau décret d'expulsion fut signé par les rois d'Espagne contre les moriscos et les marranos. 4 ans avant la signature de ce nouveau décret d'expulsion, paraît en Espagne, en 1605, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Dans ce contexte du faux, ce livre apparaît au lecteur
non comme l'œuvre de l'auteur dont le nom figurait en couverture, mais comme une traduction de l'arabe. Cervantes dit, mais moi qui ne suis que le parâtre de Don Quichotte, et non le père, comme on pourrait le croire, va raconter l'histoire. Et Cervantes nous raconte l'histoire, mais au bout de 8 chapitres, le chapitre n'aboutit pas, et Cervantes dit « Je n'ai aucune idée comment ça suit cette histoire ». Ensuite, il nous dit, avec un geste que nous appellerons aujourd'hui postmoderniste, qu'il est dans le marché de Tolède. Et il a l'habitude, vous connaissez ça, de lire tout. Donc tout papier qu'il trouve dans la rue, il le ramasse, il le lit. Et il voit dans un des postes de vente un manuscrit écrit en arabe. Et là, c'est fantastique parce que il dit je voulais l'acheter, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, on trouve des traducteurs arabes partout, comme quoi l'expulsion n'a servi à rien parce que tous ces Arabes morisques sont là, on les trouve très facilement. Donc, il se fait dire ce que le manuscrit était, et le morisque qui traduit se met à rire. Et il traduit, il paraît que cet Dulcinée du Toboso, dont il est si souvent question dans notre histoire, n'avait pas sa pareille dans toute la Manche pour saler le cochon. Non, il faut savoir pourquoi c'est drôle. Parce que cette région du Toboso était notoire pour le nombre de moriscos qui étaient là, et qui sûrement ne touchait pas au cochon. Donc, Cervantes s'est fait traduire le manuscrit qui semble être écrit par un certain Sidi Ahmed Bencheli, et il paye le traducteur 50 livres de raisins secs et sans défroments, comme quoi les gages des traducteurs n'ont pas changé beaucoup jusqu'à nos jours. Et voilà, c'est le livre que nous allons lire. Par un étonnant tour de passe-passe, Cervantes s'arrange dans ce climat d'exclusion de la communauté islamique morisco, de donner son œuvre qui va devenir, comme vous le savez, le chef-d'œuvre de la littérature espagnole, l'emblème d'Espagne, écrite par un arabe. Bon. Donc, Cervantes publie 6 ans après le décret bannissant les Maurices d'Espagne en 1615, il publie la 2e part des Aventures. Il faut savoir qu'entre-temps, un certain Avellaneda a publié une suite fausse des aventures de Don Quichotte, et ça a enragé Cervantes, et donc il s'adresse à ça dans cette nouvelle partie. Et là, il raconte que Sancho rencontre parmi un groupe de pèlerins son ancien voisin, Ricote, qui est un mort converti. Et le nom Ricote est un village d'où sont partis beaucoup de morts. Donc le nom n'est pas arbitraire. Et le récit de Ricote est très émouvant parce qu'il dit que, après l'exclusion, ils sont allés en Afrique du Nord, mais ils n'ont pas été bien reçus, et ils songeaient toujours à cette Espagne qui était la leur, c'était leur patrie. Et Cervantes, ou Sidi Ahmed, met en bouche de Ricote des mots qui approuvent la décision du roi d'expulser les Morisques.
C'est cette contradiction, j'aurais aimé que Reinos Papadopoulos nous parle de ça la classe dernière. C'est une réaction des réfugiés, des immigrants, des gens qui sont obligés à quitter leur terre et qu'après s'être installés, refusent de nouveaux immigrants. C'est une réaction très commune. Là, nous voyons avec les réfugiés ukrainiens qu'il arrive que des communautés ukrainiennes sont la seule qui ne veulent pas de nouveaux immigrants qui viennent leur déranger. Donc, les faux du Sacro Monte, reflétés dans la création de l'auteur arabe de Don Quichotte, reflètent à son tour le personnage inventé d'un chevalier errant qui n'est en réalité qu'un vieux gentilhomme passionné des romans d'aventure. Tout ça, c'est le fruit d'une société qui veut donner une impression fausse d'elle-même, qui se crée une identité fausse. En quoi est cet acte juste? Pour revenir à notre thème de la justice, je veux finir avec ceci. Et les actions de Don Quichotte en tant qu'individu qui veut être juste dans un monde injuste nous parlent haut et fort ces jours-ci. À l'époque de Cervantes, il y avait, comme partout et toujours, un droit social, des lois qui se présentent comme justes, même si parfois, aux yeux de certains individus, elles ne le sont pas. Et aussi, il y a un droit naturel reconnu par les pères de l'Église, un droit à l'autodéfense, celle que les Ukrainiens invoquent aujourd'hui. Et tout ça a un rapport avec la violence d'État, la violence de l'individu qui réagit contre la violence d'État ou certains autres actes injustes. Donc, essayons de comprendre un peu ça. Walter Benjamin a un petit essai sur la violence où il dit que la violence peut être un moyen, un instrument, soit du pouvoir social des détenteurs du droit social, la police, l'armée, soit par l'individu que, dans les mots de Benjamin, se réclame du droit de mouvoir son corps en direction d'un but visé. Malheureusement, comme il est dit plusieurs fois dans Don Quichotte, le droit à exercer ces droits n'est pas aisément clair. Quand avons-nous le droit d'exercer cette violence? Il est clair que pour se mettre devant un acte d'injustice, il faut du courage. Et le courage, oui, il est défini très clairement dans Don Quichotte, et c'est une définition qui vient de saint Thomas Aquin. Le courage est le point entre les deux extrêmes, la couardise et l'hardiesse. Donc, entre ces deux points, il y a le point juste qui est le courage. Mais, encore une fois, quand cet acte est juste, dans la deuxième partie, Don Quichotte rencontre un brigand catalan, une sorte de Robin des Bois, Roque Guinard, et le brigand est touché par la folie de Don Quichotte. Elle le traite très bien, lui et Sancho l'amène voir la mer pour la première fois. Et Sancho, qui a toujours un point de vue très terre-à-terre, il dit de ce Roque Guinard: selon ce que j'ai vu ici, la justice
est une si bonne chose qu'elle est nécessaire même parmi les brigands. Justice légitime ou illégitime, justice comme critère de fin que l'on veut atteindre, justice comme la seule possibilité qu'une société a pour survivre à ses folies, justice comme le moyen qui permet à un individu de justifier les siennes. Nous ne devons pas oublier que quand Alonso Quijano accepte, parce qu'il y a un pari honorable, il perd la bataille, il accepte de ne plus être Don Quichotte, il rentre chez lui comme Alonso Quijano et il meurt. Quand il perd cette identité qui lui permet, dans son imagination, d'être ce chevalier juste, il n'est personne. Il perd son identité, il meurt. Aujourd'hui, je crois, plus que jamais, il nous est bien nécessaire de déceler le sens que ce mot justice peut avoir dans le sein de notre Europe. Merci.